Norman Bates prend un tour pratiquement expérimental quand Gus Van Sant s'attaque en 1998 à un remake quasiment plan par plan, en couleur cette fois-ci, du film Psychose avec Vince Vaughn dans le rôle de Norman. Mais l'expérience tourne court au box-office puisque le film ne récolte que 21 millions de dollars pour un budget de 60 millions. Je pense que le film de Gus Van Sant montre une chose primordiale, c'est qu'il ne peut y avoir qu'un seul Psychose. S'il n'y a qu'un Psychose, Norman Bates, lui, revient avec succès à la télévision sur la chaîne câblée ENI avec la série Bates Motel à partir de 2013. Mais le succès d'un film sorti il y a plus de 50 ans ne suffit pas à expliquer cette fascination toujours bien vivace pour Norman Bates. Norman est devenu une icône à la Marilyn, une icône dont on n'hésite pas à se tatouer le visage sur le corps. Et il y a d'autres indices, bien plus symboliques, qui ont fait de Norman Bates, ce schizophrène aussi inquiétant que séduisant, une icône du crime inoubliable. Norman Bates est indissociable de son motel, véritable deuxième personnage du film Psychose qui participe de la légende de son héros psychopathe. Le motel qui apparaît plus que jamais comme le lieu de toutes les terreurs made in USA, où sont tapis les monstres du passé et de l'inconscient. En 1960, dans un trailer hilarant, Hitchcock utilise sa notoriété et sa fameuse silhouette débonnaire pour faire la promo de son film et de son fameux motel. Here we have a quiet little motel, tucked away off the main highway, and as you see, perfectly harmless looking, when in fact, it has now become known as the scene of the crime. Vancouver de nos jours. Sa ville, sa mer, ses montagnes et sa météo parfois schizophrène, passant du beau soleil glaçant d'hiver à ce que les Canadiens appellent le West Fog. Traduisez, le brouillard de la côte ouest. C'est ici que se tourne la série qui a modernisé le personnage de Norman Bates. Les producteurs du show télé ont bien compris la place prépondérante du motel dans l'imaginaire qui entoure leur héros, en nommant carrément la série Bates Motel. La maison des Bates, le motel, tout rappelle le film mythique d'Alfred Hitchcock. Aujourd'hui, la météo locale est le reflet parfait de l'esprit torturé de Norman. Oui, il fait froid. Ce n'est pas vraiment une chose à dire à la caméra, mais ils aiment bien filmer l'hiver à Vancouver. Cela donne à l'ensemble une atmosphère lugubre propice à la tragédie, avec un ciel lourd qui vous met direct dans l'ambiance de la série. La série se concentre sur l'adolescence de Norman Bates. Sa mère Norma est belle et bien vivante. Et ce préquel perturbant à Psychose prend place à notre époque. La première fois que l'on voit le signe du motel, puis la maison qui se dresse devant vous et qui semble sortir tout droit du film Psychose, vous avez cette impression de faire partie de l'histoire du cinéma. Et c'est ce qui est drôle avec les plateaux de séries télé. On observe la construction des faux décors. On dit aux autres « Oh, regarde, ils ont rajouté le panneau Wi-Fi gratuit au motel ». Et quand on tourne les intérieurs en studio, on se sent un peu comme à la maison. Et on se rappelle de toutes les scènes qui ont eu lieu depuis le début de la série. L'origine du mot motel est simple à trouver. Il s'agit de la fusion des mots moteur et hôtel. Un motel est en effet ce drôle de concept né aux États-Unis qui permet de se garer juste en face de sa chambre pour être prêt à repartir aux premières heures du jour. Mark S. Freeborn est chef décorateur sur la série Bates Motel. Les séries où le décor doit impérativement souligner la folie du personnage, il connaît bien. Il a officié pendant 4 ans sur la série Breaking Bad. Dans un sens, et spécialement le Bates Motel, le motel nous renvoie à l'âge d'or de l'Amérique. Le motel était comme un phare dans la nuit, une deuxième maison loin de la maison. Ça parlait de confort et de protection. Le motel a une place particulière dans la mythologie américaine, parce que l'Amérique est un vaste continent, et l'idée du rêve américain est de pouvoir aller où l'on veut,
à n'importe quel moment et en totale liberté. Chaque Américain connaît cette sensation de débarquer dans un motel un peu bizarre, en plein milieu de la nuit. Le motel est alors comme un sanctuaire, au milieu de nulle part. Et ce que l'on trouve sur son chemin, ce sont toujours ces petits motels pas chers, pour y loger sa petite famille pour une nuit ou deux sur la route des vacances. Les choses ont commencé à changer à partir des années 50, et on en est toujours là. Ces vieux motels abandonnés fascinent toujours les touristes. Et pour tout vous dire, ça me fascine aussi. Au fur et à mesure des années, les motels ont très vite perdu de leur splendeur. Pas chers et pratiques pour garder l'anonymat, ils deviennent très vite le refuge idéal des hors-la-loi. Dans les années 50, le FBI recense tous les motels du pays pour surveiller de près ses concitoyens susceptibles de leur poser des problèmes. Ce sont des lieux hors tout lieu. Et dans ces lieux-là d'à côté, justement, c'est les règles qui sont transgressées, c'est du possible aussi qui peut nous arriver, dans le meilleur, mais aussi dans le pire. C'est aussi des lieux qu'on assimile à quelque chose du hors-la-loi, au sens de la transgression, au sens de l'illégitimité. C'est les lieux de rencontres aussi sexuelles. Voilà, c'est pas son mari, c'est pas sa femme que l'on retrouve dans un motel. Associer la folie meurtrière de Norman Bates à son motel, si reconnaissable et si intimement lié à la mythologie américaine, voilà l'un des coups de génie de ses créateurs. Le motel, c'est un lieu de passage. On y reste quoi, une nuit, si on a la chance de survivre, surtout au Bates Motel. Ces plans rapidement enchaînés ont nécessité 7 jours de travail sur un tournage de 3 semaines, plus de 70 prises et plus de 60 000 $. Un travail colossal pour 45 secondes de film qui montre l'importance fondamentale de cette scène aux yeux de Hitchcock. Le spectateur, dans la position du voyeur qui va vicieusement mater cette femme nue se faire assassiner sous sa douche, devient par le biais de la caméra son meurtrier et son bourreau. Il devient Norman Bates. Je ne dirais pas que Hitchcock est pervers, je dirais qu'il est très malin, qu'il nous met dans une position extrêmement inconfortable, effectivement. Et si on était aussi un peu nous le tueur, capable de ce déchaînement-là de violence, de cette pulsion-là, je crois que oui, ça nous implique de manière extrêmement dérangeante, et peut-être jouissive, c'est peut-être ça qui est encore plus dérangeant. On est vraiment dans une espèce de pénétration au sens le plus intense du terme. Là. Ça martèle, voilà, c'est vraiment les coups de boutoir là, mais au sens le plus cruel, le plus abouti du terme. On n'est plus dans la petite mort là, on est dans la mort concrète. Voilà, ça pénètre, ça insiste, le sang gicle. Ça peut être aussi une métaphore d'autres choses qui giclent, de très sexuel pour le coup. Mais voilà, on peut s'en faire un film. Et peut-être qu'on l'imagine plus qu'on ne la voit. Je pense que c'est la grande force de cette scène. On ne voit pas grand-chose, en fait. La séquence de la douche est assez stupéfiante de par son montage. Hein. À cette époque-là, c'est quand même relativement rare d'avoir un montage aussi saccadé, aussi strident. Et cette brutalité du montage nous fait penser que la séquence est beaucoup plus violente
qu'elle ne l'est en réalité. Donc c'est quelque chose qui nous heurte en pleine gueule, il n'y a pas d'autre mot. Avec cette scène, Alfred Hitchcock se joue de la censure cinématographique imposée par le très sévère Code Hays, garant des valeurs de l'Amérique puritaine jusque dans les années 60. Les censeurs ont commencé à parler de cette scène. Et Hitchcock les a rassurés. Oh, vous ne verrez rien du tout. Aucune nudité. Et aujourd'hui, tout le monde continue de décortiquer cette séquence. Tout le monde étudie comment Hitchcock l'a filmé, comment il l'a monté et réalisé. On a l'impression de voir des seins, alors qu'en fait, on ne voit rien du tout. On entend, on voit le rideau qui bouge, mais à chaque fois qu'il y a un coup de couteau qui descend, on change de plan et on a l'impression d'avoir vu le coup de couteau, alors qu'en fait, on n'a rien vu du tout. On ne voit que le sang à la fin qui coule dans la baignoire et c'est tout. Et le noir et blanc a été bien utile à ce moment-là parce que ça a permis d'utiliser du chocolat fondu, en l'occurrence, pour donner la consistance du sang, mais ça n'avait pas la couleur du sang, évidemment. Mais le plus surprenant dans cette scène, finalement, est que ce n'est pas l'interprète de Norman Bates, Anthony Perkins, qui tient le couteau. Le comédien retenu à New York sur une pièce de théâtre fut remplacé par sa doublure lumière. À la fin de sa vie, l'acteur déclarera « C'est plutôt étrange finalement d'avoir été identifié toute sa vie durant à cette séquence, sachant que c'était ma doublure à l'écran. » Aujourd'hui encore, la scène est toujours régulièrement parodiée. Comme dans ce remake fidèle en version Lego. Elle a même servi de matière à comédie dans cette série française. Madame Hitchcock, une baignoire, ça coûte cher, surtout si on veut quelque chose qui a un peu d'allure. Et si on tournait la scène dans une douche ? Ah oui, mais dans le scénario, il y a marqué une baignoire. Mais je me contrefous du scénario, mon petit bonhomme. Si ça coûte moins cher de tourner dans le trou du cul de Jennifer, on tournera dans le trou du cul de Jennifer, c'est clair ? Je suis pas sûr qu'il y a assez de place. Dernièrement, c'est Jamie Lee Curtis, la propre fille de Janet Leigh, qui a parodié la scène de la douche pour la série Scream Queens. Sur un cliché en noir et blanc posté sur les réseaux sociaux, elle tient fièrement la photo de sa mère. La série Bates Motel s'amuse bien évidemment de la renommée de cette scène, faisant patienter les fans au fil des saisons qui n'attendent plus qu'une seule chose, que le Norman Bates, version Freddie Highmore, refasse à sa sauce cette scène d'anthologie. Yeah, the shower scene, it will have to be down here. I think... Ah oui, la scène de la douche. On va finir par y arriver, oui. Mais je pense que nous faisons pas mal de références à Psychose dans la série. Mais je fais attention également à ce que mon interprétation de Norman Bates ne soit pas constamment comparée à celle d'Anthony Perkins, qu'on ne s'éloigne pas trop de l'univers de la série. Je pense que nous allons refaire la scène de la douche, mais pas exactement de la même façon que dans Psychose. Nous ne travaillons pas dans l'idée de recréer des scènes exactes de Psychose et de copier les plans du film d'Alfred Hitchcock. Une scène de crime célèbre dans un décor tout aussi culte, voilà les éléments qui ont fait de Norman Bates une véritable icône qui a totalement imprégné la culture pop. Mais le personnage Bates, c'est avant tout un tueur sanguinaire, dont l'origine du mal est d'ordre psychologique. Un dédoublement de personnalité qui continue à alimenter le mythe. Norman est très proche de sa mère. Trop proche? Oui. Peut-être un peu trop, oui. C'est une histoire d'amour en quelque sorte. Ils vont dans le mauvais sens, mais c'est une histoire d'amour inappropriée entre Norman et sa mère. La légende de Norman Bates est indissociable du meurtre de sa propre mère, Norma, retrouvée momifiée à la fin du film Psychose d'Alfred Hitchcock. Cette tête, dont les seuls vestiges de vie humaine résident dans ce chignon savamment coiffé. Entre Norman et sa mère, c'était à la vie, à la mort. C'était même presque un peu plus que ça. À la fin des années 50, fasciné par les mécanismes de l'inconscient,
Alfred Hitchcock trouve en Norman Bates le personnage qui va cristalliser toutes ses obsessions. La folie, la frustration sexuelle et la violence meurtrière. Des obsessions qui vont faire écho avec celles du grand public. À l'époque, les théories freudiennes sont furieusement à la mode. Tout le monde ne parle plus que du fameux complexe oedipien, le désir inconscient d'un enfant de coucher avec le parent du sexe opposé. Hitchcock a pris pour la première fois comme héros de son film un héros psychotique. On ne voyait ça que dans les films de série B, où ces personnages un peu schizophrènes existaient déjà. Mais de donner vie à un tel personnage, séduisant en plus, et d'en faire le héros d'un film grand public, c'était historique. Man, you had to feel sorry for him. After all, being dominated by an almost maniacal woman was enough to drive anyone to the extreme of, well, let's go in. Si la relation détraquée de Norman Bates et de sa mère ne sont qu'un des éléments du film Psychose, la série Bates Motel a choisi, elle, d'en faire son sujet principal. Oui, bien sûr, il y a quelque chose de freudien dans cette relation complexe. Mais en même temps, cette relation est double et va au-delà de l'amour de Norman pour sa mère. Et c'est ce qui est intéressant dans la série, c'est qu'ils sont dépendants l'un de l'autre. Il y a des barrières morales et sexuelles qui sont presque franchies. Dans la tête de Norman, en tout cas. Mais il y a cet extraordinaire lien qui les lie et qui va bien au-delà de l'amour de Norman pour sa mère. Norma et Norman, un duo toxique où la frustration et la promiscuité sexuelle vont plonger peu à peu le jeune Norman vers la folie. Ce duo mère-fils, il est psychiquement dangereux dans le sens où... Enfin déjà c'est dangereux pour tout jeune homme qui devient complètement le but ultime de sa mère, la seule raison de vivre, sa passion. Et là pour le coup le terme castratrice prend tout son sens. Je l'imagine, voilà, elle a tout coupé chez lui, elle a tout coupé, toute velléité d'indépendance, de plaisir, de désir. Donc, et le désir, ça porte ailleurs, ça amène à regarder ce qui se passe autour de soi, d'aller regarder d'autres personnes que maman. Là, il me semble, en tout cas, ce que j'imagine de ce duo-là, c'est que elle a tout empêché, elle a tout fermé. C'est incroyablement complexe, cette relation. Et c'est compliqué de savoir qui est le plus perturbé des deux, Norma ou Norman, ou tout simplement les deux. C'est complexe car c'est une mère aimante, mais manipulatrice. Et la relation est presque incestueuse. Par exemple, il y a une porte qui sépare leurs deux chambres. Mais on peut apercevoir une grille de ventilation entre les deux. Donc si vous faites du bruit au lit, on peut tout entendre par cette grille. C'est plutôt perturbant. Dans le film Psychose, le spectateur ne comprend qu'à la fin que Norman Bates a fini par tuer sa mère. Mais pétri de culpabilité, il l'empaille pour se donner l'illusion de sa présence. Cette tête empaillée, monstrueuse, que l'on peut encore observer au musée de la Cinémathèque à Paris, est à l'image de ces animaux figés dans le temps que l'on peut voir dans chacune des pièces de la maison des Bates. La taxidermie, un autre symbole dont la série Bates Motel s'est emparée. C'est tout simplement son hobby. La taxidermie est le hobby de Norman. Vous savez, tout le monde a besoin d'un hobby qui occupe son esprit. C'est un peu bizarre, non? Oui. Oui, il pourrait tout simplement jouer au football, s'entraîner sur la pelouse de la maison, essayer de marquer des buts, avec sa mère qui essaierait d'arrêter les ballons. Si seulement c'était ça. Mais ce n'est pas le cas, alors il a choisi la taxidermie.
he hadn't have chosen taxidermy. Yeah. J'ai ma théorie sur Norman et sa passion pour la taxidermie. Norman est obsédé avec ça, car c'est une âme solitaire. Il a trouvé un hobby qui lui permet d'avoir un contact avec des êtres de chair. Vous savez, il y a des gens qui sont plus à l'aise en compagnie de créatures mortes que vivantes. Et c'est l'esprit de Norman. Il sait que ces créatures empaillées ne vont pas lui faire de mal. Sa première taxidermie, c'est un chien qu'il a trouvé écrasé sur la route. Donc dans un sens, il a sauvé cette créature. En l'empaillant, Norman Bates sauve sa mère, la rendant immortelle. Il développe alors une triple personnalité. Dans les livres, les séries ou les films, il se prend tour à tour pour l'adolescent amoureux de sa maman, pour sa mère, puis pour le Norman adulte qui tente tant bien que mal de tenir son motel. La facette la plus normale de sa personnalité. Norman est fascinant car, au départ, en surface, c'est un garçon très doux. Il a un cœur aimant. Il veut avoir une vie accomplie, une vie meilleure que celle de ses parents. Mais il ne peut pas. Quelque chose est cassé en lui. Il reste toujours des zones d'ombre chez Norman Bates. Des zones d'ombre qui ne demandent qu'à être explorées. Son esprit dément et torturé continue de voyager dans le temps. Il y a beaucoup de questions restées sans réponse. On n'a pas encore tout dit sur Norman, notamment dans la série. Le nom de Norman Bates a traversé les époques. Sans lui, pas de Fight Club, de Black Swan ou d'anti-héros schizophrènes et meurtriers. Il y a peu de personnages de fiction que le public identifie immédiatement et à qui vous pouvez demander dans la rue « Qui est Norman Bates ?» et qui vous répondent sans réfléchir. Je ne dis pas que tout le monde le sait, mais une grande majorité le connaît. Ça montre sa renommée et quand Anthony Perkins est mort, je suis sûr que les journaux ont titré « Norman Bates est mort ». Norman Bates a survécu à son interprète principal et continue à vivre en ce moment sous les traits de Freddie Highmore. Je vieillis en même temps que Norman. J'espère juste ne pas finir comme lui. Le sourire de Norman Bates reste légendaire. Et il est à parier qu'il n'a pas encore tout à fait dit son dernier mot.